5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Et au menu des infractions liées au code de la route, la police républicaine a communiqué des semaines durant pour annoncer la phase répressive de tous les manquements aux règles qui régissent la circulation. En vedette, le non-port du casque, la circulation dans les couloirs pas adaptés et les papiers non à jour. À l'heure du contrôle, de nombreux concitoyens se font encore arrêter. Certains font volontairement de la résistance, voire même de la défiance. Et dans ce genre de situation, l'inflation n'est jamais bien loin. Les prix des casques de moto ont vertigineusement augmenté au grand désarroi du consommateur final. Le sujet donc est au cœur du présent forum de discussion. Et on parlera aussi de professeur Dandy Amon, officiellement installée dans ses nouvelles fonctions de présidente de la Haute Cour de Justice. Elle succède ainsi à Cécile Marie-Josée de Dravo Zizinokwe, dont le mandat est arrivé à échéance. Nous allons essayer de mettre en évidence les défis qui attendent l'une des grandes figures du droit au féminin dans notre pays. Avec autour de la table Adam Fouettenon, directeur de publication du quotidien La Primeur. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, bonjour à tous les téléspectateurs. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. En face de vous, Sergino Lokosu, journaliste. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, bonjour à tous. Déjà, je te remercie pour la compréhension chaque fois et toutes les fois que j'ai été sollicité et que j'étais occupé. Mais écoutez, Sergino, c'est toujours pour la bonne cause. Bien sûr, vous êtes analyste politique, vous êtes présentateur de Actu en vrai sur Noko 24. C'est une chaîne YouTube qui... Et TikTok aussi. Et TikTok aussi, donc on peut vous retrouver pour évidemment suivre, avoir de la bonne information. Oui, c'est en fait des chroniques sur les petits et grands faits qui font l'actualité aussi bien béninoise que internationale. Très bien. Et puis à côté de vous, Koshimo Rumbadi, journaliste Afrique sur 7CI, c'est ça? Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Comment allez-vous? Ça va très bien. Plaisir de vous recevoir également. Bien sûr, pour faire le débat avec moi sur 5 sur 7, Adam Fouettenon, vous êtes venu avec vous êtes venu à véhicule, donc vous n'êtes pas concerné. Donc il n'y a pas de problème, tranquille. Voilà. Mais vous avez vu. Je suis venu comme tous les citoyens. Comme tous les citoyens. En tout cas, ça, c'est la meilleure des réponses. Alors, depuis fin de semaine dernière, vendredi dernier, pour être plus précis, la police républicaine a entamé cette opération de répression des infractions liées au code de la route. Mais avant, il y a eu plusieurs semaines de sensibilisation, de communication dans toutes les langues presque du pays pour évidemment mettre en évidence ce qui va se passer. Mais on se rend compte qu'il y a encore des citoyens qui tombent dans les mailles de la police. Ah oui, c'est dommage la situation que nous vivons lorsque vous parcourez la circulation aujourd'hui. Vous voyez encore des gens qui sont sans casque, des gens qui sont encore avec des motos sans papier ou des gens qui ne sont pas en règle. Et ce qui est pire, c'est ceux qui violent volontairement le code de la route. Et je vois souvent, ou bien j'ai vu une scène, vous voyez quelqu'un qui circule sans casque, c'est-à-dire le conducteur qui n'a pas de casque, qui prend deux personnes et qui roule dans le sens inverse. D'accord. Ouais. Donc, quand moi je vois ces situations en circulation, je me demande finalement ceux-là, qu'est-ce qu'ils demandent aux policiers ou bien aux agents, aux forces de l'ordre de faire dès que vous rencontrez ces situations. Donc, lorsqu'on prend cette situation du port des casques ou de répression aujourd'hui, je pense que pour ne pas être malhonnête, on pourrait quand même dire que certains font délibérément le choix d'être irresponsables, excusez-moi pour le thème, parce que on ne peut pas vous dire vous-même de vous protéger. On ne peut pas vous dire vous-même de vous protéger parce que si on lance le caillou dans un marché, on ne dit pas nos têtes, on dit ma tête et chacun fait l'effort de protéger sa tête. Maintenant, lorsqu'on est en circulation, c'est vrai que ce n'est pas une habitude qu'on avait et le temps de sensibilisation, je pense qu'on est en train de faire 10 ans à sensibiliser, si je ne me trompe pas, parce que c'est depuis le régime du président Boni Yayi que j'ai commencé par sentir véritablement la répression, la sensibilisation autour du port de casque jusqu'on parle du régime du président Patrice Talon, deuxième mandat aujourd'hui qui tend pratiquement vers sa fin et on continue de parler de sensibilisation, on revient pour parler de répression. Je pense que les gens ont fait délibérément le choix d'être irresponsables et de ne pas se protéger. Les gens ne sont pas conscients de ce que vaut leur vie concrètement lorsqu'on leur parle de la vie. C'est vrai que d'autres mettent l'accent sur la morosité économique, mais je ne sais pas si la mort les a prévenus en tant que si je veux tuer ou bien lorsque vous êtes en circulation, lorsque l'accident veut vous parvenir, c'est-à-dire cible ceux qui sont riches ou bien ceux qui ont les moyens. Je ne sais pas si il y a cette philosophie
philosophie qui a été enseignée ou bien cette thèse qui a été développée où nous on n'est pas informés. Sinon, si vous voyez beaucoup de ces gens-là qui font leur tête, c'est que dans leur tête, c'est qu'on se dit, bon, je n'ai pas les moyens, il y a la morosité, il y a ci, il y a ça. Donc, la sensibilisation pour moi a tellement duré qu'on pense qu'on va rester tous les jours dans la sensibilisation. Et pour la répression, il y a un volet que moi je vois qu'on devrait quand même s'abstenir pour le moment. C'est que les 2 personnes portent de casque. Parce qu'aujourd'hui, quand moi je fais le point, les Béninois ne portent pas encore de casque. C'est là que je pose l'idée de sensibilisation sur 10 ans. Tout ce que nous voyons sur les têtes là, c'est quelque chose pour protéger. Le vrai casque n'est pas encore au Bénin en tant que tel. Ceux qui portent véritablement des casques homologués, je pense que le temps de sensibilisation sur le port de casque, on est arrivé, les gens ont pris une bonne partie en circulation a déjà pris le pli de porter des casques. Maintenant, il fallait aller un peu plus loin pour commencer par exiger les casques homologués. Et lorsqu'on va commencer par porter des casques homologués, on va penser à la 2e personne. Donc, pour moi, on peut attendre un peu. Mais quand il y a un choc en circulation, les 2 personnes sont susceptibles d'en subir de plein fouet les effets. Je suis d'accord. Hier, vous êtes d'accord que hier, on n'avait pas l'habitude de porter des casques. D'accord? Aujourd'hui, on porte quelque chose à l'image de casque. Il fallait aller loin à ce niveau forcé. Il y a des gens délibérément, moi je connais des gens qui délibérément conscients de leur vie, de la protection de leur vie, gardent leur casque quand ils savent qu'ils doivent prendre Zim au cours du chemin, gardent leur casque. Même avant la répression. Moi je connais des cas comme ça. Si quelqu'un est conscient de sa vie, préoccupé de sa vie, c'est que bon, ma santé passe avant tout, celui-là doit volontairement prendre son casque et aller. Et vous allez constater que ceux qui sont vraiment responsables et conscients de leur vie, lorsqu'on a commencé par parler de répression, il y a des gens qui veulent vraiment prendre même des véhicules, mais qui gardent leur casque pour se mettre en sécurité. Parce qu'ils savent que, bon, à la descente, il peut peut-être solliciter un ZEM. Donc, si on continue dans ce sens progressivement, ne pas trop forcer du côté de la 2e personne, mais plutôt forcer le conducteur à commencer par porter de vrais casques, de casques homologués, moi, je pense que ce serait beaucoup plus agréable. D'accord. Alors, Sergino, est-ce qu'on devrait, en temps normal, en faire autant? Parce que finalement, ces infractions liées au code de la route, on a l'impression qu'on fait vraiment un focus sur le port du casque. C'est ça même qui occupe le gros du dossier. Est-ce qu'on devrait, en temps normal, sensibiliser autant sur les enjeux liés au port de casque? Normalement, ça devrait couler de source. Ça tombe sous le sens. Non, je pense qu'on devrait sensibiliser. C'est une question de politique et d'approche. Il faut le reconnaître. Il a parlé tout à l'heure que ça existait depuis 10 ans. Et moi, je me rappelle, quand j'étais rédacteur en chef à Le Potentiel, on avait décrié la chose. Mais à la fin, on a compris que c'était une bonne chose de porter le casque. Je pense aujourd'hui que est-ce que véritablement il y a la qualité en matière de casque. Ce que nous portons, quand vous jetez, en venant, quand j'ai jeté un regard sur ce que j'ai vu sur les têtes, je me dis, est-ce que ce n'est pas encore ça? Soit c'est quand même... Ils le font par contrainte. Oui, ils le font par contrainte. Vous allez observer que c'est pas eux-mêmes, quoi. C'est comme si on les a forcés à porter le casque. Je pense que la sensibilisation, on doit continuer parce que le Béninois, entre griffes, nous sommes têtus. Et donc, pour le faire, il faut quand même trouver l'approche qu'il faut. Il faut trouver la politique qu'il faut pour que vous avez rappelé 10 ans à sensibiliser. Pour que les gens ne sentent pas 10 ans, c'est beaucoup. Ce qu'il faut faire. Un enfant qui intègre la maternelle a déjà son CEP. Écoutez, quand moi j'ai sondé un peu, par exemple, les conducteurs de taxi-moto, il y a certains qui prétestent du fait qu'il y a de la morosité économique, qui n'arrivent pas à manger, n'arrivent pas à donner la popote à la maison et on leur demande d'acheter un autre casque et qui ne pourront pas le faire. Moi, je pense que je rejoins un peu ce que Adam Couette disait en proposant le fait que le conducteur doit porter de casque, pas les mamites recyclées qu'on a su que les gens portent souvent. Non, ce n'est pas ça, mais les vrais casques, les casques homologués. Oui, mais qu'en est-il du passager? Et pour ça, non, j'en viens. Et pour ça, moi, je demande s'il y a possibilité et que l'État accompagne un peu, on va en parler tout à l'heure. Dans le cas, ça serait bon. Maintenant, pour le passager, je pense que c'est aussi important. C'est important. Au niveau de cette répression qui est en cours actuellement, l'unanimité est faite, mais la réalité, elle est tout autre.
vous allez voir, et comme il a rappelé, il y a certains qui font de la résistance. Et là, la police prend leur moto. Il y a certains qui délibérément choisissent de ne pas mettre parce qu'ils se disent qu'ils ne peuvent pas porter le même casque qu'un autre passager a déjà porté, qu'il y a des risques de maladie et tout. Et donc, quand vous savez pertinemment qu'il y a des risques de maladie, alors là, achetez votre casque. Achetez votre casque et mettre. Moi, je pense que c'est très important aujourd'hui. La sécurité des personnes, et surtout des personnes sur nos axes routiers, il faut respecter le code de la route. Il a rappelé, il a parlé d'une scène tout à l'heure où il a pris deux passagers, il est en sens inverse. Et on constate, il n'a pas de casque. Et on constate souvent, quand vous allez, par exemple, je donne un exemple à tout hasard, à Godomé, par exemple, où ils sont en train de faire des travaux de voie, vous allez voir des IM qui quittent même ITA en sens inverse parce qu'il ne veut pas faire le grand détour. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, il faut faire la répression, mais à côté de la répression, soyons en train de sensibiliser et si possible accompagner les gens à le faire, leur montrer que quand même il faut le faire. Et ce que je vais demander aux forces de l'ordre, notamment à nos amis policiers, c'est de le faire dans le respect des droits humains. Ne pas, quelqu'un qui est en infraction, ne pas le brutaliser, ne pas monter, il n'est pas un voleur, il n'a pas volé. Donc il faut le faire en respectant les droits humains. La personne humaine est sacrée et inviolable, et donc même s'il est en infraction, il y a quand même qu'il faut essayer de le protéger. C'est pas parce qu'il est en infraction qu'il devient un voleur, un bandit à abattre, et donc on doit le rudoyer, on doit prendre sa moto et saisir la moto. Et donc j'ai lu dans ce sens-là, que quelqu'un a écrit, un journaliste dont je tais le nom, qui a dit, mais les motos qu'on arraisonne, ils jettent dans les véhicules, les clignotants, les phares qui se gâtent, qui va s'occuper de tout ça après? Est-ce que c'est la police? Un peu d'humanité. Un peu d'humanité dans ce qu'ils font. Je pense qu'ils font quand même un travail assez excellent, il faut le reconnaître. Je parle des autorités policières et également ceux-là que nous avons su nous voir, nos amis policiers, les agents de la police, ils font un travail quand même assez exceptionnel, mais dans leur rang, il y a quand même des brebis galeuses en grippe, dans tous les secteurs d'ailleurs, qui continuent de brutaliser les passagers et les usagers de la voie. Alors, Koshimo Ouadji, est-ce que quelque part ce n'est quand même pas de la provocation qu'au détour d'une large campagne de communication évidemment répandue sur plusieurs semaines, plusieurs mois, j'ai envie même de dire, qu'on en soit encore aujourd'hui à répéter les mêmes choses? Il faut un peu d'indulgence, la morosité économique. Chaque fois qu'on met sur la table ce débat lié donc au port du casque, on évoque toujours la morosité économique. Depuis 10 ans, on évoque la morosité économique. Ouais, la raison principale qui revient souvent, c'est justement ça. Les gens vont vous dire ils n'ont pas les moyens pour s'acheter un casque, mais il faut remarquer que c'est lorsque la répression commence que voilà, le casque ça prend un coût élevé. Sinon, dans une situation assez normale, je pense que un ZEM qui est bien organisé peut quand même s'offrir un second casque. C'est vrai, après la qualité, on va en parler. Adam parlait tout à l'heure du casque homologué. Hier, j'ai lu rapidement que la répression ira désormais un peu plus loin. On va plus simplement se contenter de voir si vous avez porté un casque, mais est-ce que vous avez porté un casque homologué? Donc, je pense que les enjeux autour donc du port de casque, on ne va plus en parler. On sait que... Les enjeux sanitaires. Voilà, on sait que lorsque vous portez votre casque, c'est pour vous protéger. Donc, la raison qui tourne autour de la morosité économique, dans une mesure donnée, on peut comprendre, mais comme je l'ai dit, lorsque les gens s'organisent bien, ce n'est pas compliqué. Après, vous avez une autre catégorie, et ça, c'est certaines femmes, parce que, compte tenu du style de leur look capillaire, de leur look, vous voyez des casques qui sont carrément mal portés, mais lorsque vous portez mal un casque, ça ne vous protège pas. Donc, les gens doivent prendre aussi l'habitude. Il y a d'autres qui parlent de mal de tête, mais ça, c'est parce qu'on n'est pas justement habitué. Donc, je pense que la raison fondamentale, je l'ai dit, enfin la raison que les gens évoquent souvent, on n'a pas l'argent pour s'acheter un second casque, mais lorsque vous vous retrouvez dans une situation de traumatisme crânien à la suite d'un accident, ce que vous dépensez, c'est de loin ce que vous dépensez. Vous auriez pu, comment on appelle, débourser pour payer un second casque ou un casque. Donc je pense que cette raison, en tout cas personnellement, à mon niveau, je ne la trouve pas valable. Porter un casque, c'est pour sa sécurité, et puis voilà, il faut être responsable. Et il y a aussi, si vous permettez, Adam, il y a cette inflation qui a commencé par naître en
raison donc de la répression. Aujourd'hui, les casques qui hier étaient encore à 5 000 francs ont grimpé, sont presque à 8 000 francs, 10 000 francs, voire même 12 000, 15 000 francs CFA. Et c'est ce qu'a constaté Roger PTK dans son reportage que je vous invite à voir. Et on va débattre juste après. En prélude à la répression policière qui démarre ce vendredi 1er mars, la vente de casques est devenue une activité prisée à Cotonou. Face à la forte demande, la surenchère est de mise. Le casque qu'on prenait à 3 500 ou 4 000 francs CFA est maintenant passé à 7 500 voire 8 000. Le prix a vraiment augmenté. Depuis hier, je cherche un casque de 5 500 francs au moins, mais je n'en trouve pas. Je suis vraiment fatigué. Si tu n'as pas casque, même si tu es à deux, il faut forcément avoir deux casques. Sinon, les policiers vont t'arrêter. On voit que le casque, bon, ça a augmenté un peu du prix. Parce qu'actuellement, on est là pour payer, on nous dit que c'est à 12 000. Avant, j'ai payé ça à 5 000 francs. Maintenant, le prix a augmenté, on m'a dit à 15 000. J'ai débattu, on m'a dit, le dernier prix, c'est à 7 000. Et voilà, c'est trop cher. Au lieu, c'est à 5 500. On me dit que le petit casque est à 6 500 francs, alors que je l'avais payé à 4 000 francs il n'y a pas longtemps. Devant certaines boutiques, notre caméra n'est pas la bienvenue. Mais en offre, certains vendeurs confirment l'augmentation du prix de vente des casques durant cette période. Une inflation générée au détriment du consommateur. On n'a pas l'argent, comment on va trouver l'argent pour payer casque pour des clients? Vous voyez, c'est trop cher. Au moins, si on diminue un peu, ça serait mieux. Si l'État peut nous revoir un peu le prix du casque, ça va nous avantager. Appel ainsi lancé aux autorités compétentes pour éviter une surenchère galopante. Voilà donc ce qu'il en est en ce qui concerne aujourd'hui la vente, le commerce de vente de casques, ou le commerce de casques si vous voulez aujourd'hui, Adam Pouetenon. Et c'est ce qu'on disait en off, c'est une logique économique. Oui, je suis d'accord, je voulais bondir déjà sur le sujet quand je demandais à prendre la parole. Vous savez, le problème ne se retrouve là, ne se retrouve pas là. En fait, c'est la mauvaise foi des vendeurs de motos. Le concessionnaire n'a jamais envoyé une moto sans deux casques. Ça part de là. Le concessionnaire n'a jamais envoyé de moto sans deux casques. Toutes les motos sont envoyées, sont vendues avec deux casques. Mais c'est la mauvaise foi, c'est l'expression de la mauvaise foi des vendeurs de motos qui nous ont conduits là à ce jour. Maintenant, on a joué sur la vigilance des populations pour un moment, et à partir de l'instant, je pense que la population, en voulant, si quelqu'un veut désormais prendre une moto, il doit quand même exiger des normes et aller beaucoup plus en profondeur, demander le deuxième casque. N'oubliez pas que dans ce pays, lorsqu'on a commencé par envoyer un modèle de moto, il y avait quand même on trouvait même des t-shirts, de stylos. Comment on appelle, pour se protéger, des imperméables. Mais à un moment donné, vous avez constaté que il n'y a plus ces t-shirts, il y avait même deuxième casque, il n'y a plus le deuxième casque, et également parfois vous ne retrouvez même pas, si vous ne demandez pas, vous ne retrouvez pas l'imperméable. Donc cette mauvaise foi, c'est ça qui s'est répandu et la population est en train de subir aujourd'hui. Et maintenant, lorsque vous voyez aujourd'hui de surenchère au niveau de la vente des casques, je n'ai pas compris là où ça n'a pas fonctionné. Si on ne va pas accuser peut-être l'État, mais pas accusation, peut-être on a manqué de vigilance à un moment donné pour dire, ok, lorsque nous engageons cette répression, il va falloir que désormais, lorsque la population ou bien les gens veulent s'en procurer des casques, il faut pas excéder tel prix. Parce qu'on a fixé des prix des produits dans ce pays, plusieurs produits. Et on considère quand même que le casque est un produit ou un bien utile à la population parce que l'État est garant de la protection de tous les citoyens. Et lorsqu'on fait la répression aujourd'hui, ça va en ligne de compte de la protection du citoyen. Et dans ce sens, il va falloir faire un travail véritablement de ce côté-là pour que désormais, on n'arrive plus à cette scène. Je pense que ça a échappé à un moment donné. Et lorsque des gens seront devant les boutiques de vente de motos, il faut désormais exiger et il faut que l'État aide également le citoyen parce que lorsque vous achetez aujourd'hui, il y a une réforme qui a permis lorsque vous achetez votre moto, ce n'est plus vous qui allez vous allez vous présenter à la NAT pour faire des plaques et autres. Il faut désormais qu'on puisse trouver une fiche
qui montrent que l'acheteur a pu avoir les 2 casques, l'imperméable et tout ce qui va avec sa santé. Si vous permettez encore, dans ce sens, puisque nous sommes sur le sujet, c'est ce volet de comment on appelle, quand on parle de ces répressions, il faut aller également du côté de la violation du code de la route. Moi, je pense, pour ma part, que quelqu'un qui viole le feu tricolore est un criminel. Et il fallait le traiter ainsi. Parce que vous savez, moi, j'ai été témoin d'une scène où quelqu'un avait son véhicule et non, c'est un criminel. Non, c'est un criminel à un moment. Parce que qui viole le feu peut commettre par la suite un accident. Moi, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui conduit son véhicule, qui s'est arrêté dans le feu est au rouge, et quelqu'un qui file, qui roule à vive allure, qui vient la cogner et endommage son matériel. D'accord? Et ce dernier, celui qui a été cogné, est allé ramasser les motos devant. Est-ce qu'il n'y a pas eu des blessés? Il n'y a pas eu de situations. Qui est-ce qu'on appelle criminel? Il faut arriver à une étape pour qu'on puisse te traiter de criminel. Donc c'est un criminel. Il faut désormais sanctionner sévèrement ceux qui brûlent le feu. Et l'autre partie de cette répression que je n'ai pas... je ne sais pas si ça a commencé véritablement, je n'ai pas vérifié. C'est contrôle d'usure de pneus et les phares. Au niveau des phares, il va falloir que le DGPR puisse sensibiliser véritablement les éléments. Il faut qu'on leur montre véritablement ce qu'on appelle phare. Parce qu'il y a des gens qui roulent normalement les véhicules avec les phares qui sont venus avec. Mais on pense quand même que ce n'est pas des phares fantaisistes. Donc, il va falloir qu'on puisse faire un travail sur ce côté-là pour qu'on n'arrive pas à quand même se mettre en difficulté inutilement avec les citoyens. Alors, Sergino, est-ce qu'il est donc de la responsabilité de l'État aujourd'hui de mettre fin à cette inflation galopante qui est en train de s'observer au niveau de la vente donc, des casques, un peu comme on a fait chez le voisin d'à côté où l'État a été obligé de sortir un communiqué pour réguler les prix sur le marché? Je pense que ces vendeurs sont sur un territoire. Et le territoire, c'est l'État qui s'occupe le pouvoir public qui administre le territoire national. Donc je pense que ce matin, si Madame le ministre du Commerce est en train de nous suivre, elle doit prendre ses responsabilités pour que sur toute l'étendue du territoire national, qu'il y ait quand même une harmonisation des coûts. Et je pense que l'État doit avoir sa lorgnette assez large. Parce que quand avant de prendre cette décision, il faut quand même penser à ça. Parce qu'on a vu dans ce pays, quand il y avait la Covid-19, quand la Covid est encore revenue, les masques qui étaient à 100 francs sont allés à 200, 300, voire 500 même. Donc je pense que c'est une question normale que quand les commerçants savent qu'il y a une répression et donc les gens sont obligés d'acheter, parce que tu es obligé d'acheter. Quand tu ne mets pas ton casque, tu ne peux pas sortir de ta maison. En tout cas, pour quelqu'un qui ne veut pas faire de la résistance, tu dois mettre ton casque. Et donc, il y a des personnes qui ont fait des propositions, ils estiment, ou ils proposent que l'État puisse disposer, ou les commissariats puissent disposer d'un certain nombre de lots de casques. Et lorsqu'on vous arrête donc pour défaut de casque, vous payez la contravention et en retour, on vous offre un casque. Non, c'est quand même c'est une bonne chose. Ça va quand même engendrer encore d'autres problèmes. Exactement. Parce que le commissariat n'est pas fait pour le commerce. Pour le commerce. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est une proposition parmi l'État puisse harmoniser les prix et permettre aux citoyens quand même, quelle que soit sa condition économique, quel que soit ce qu'il gagne, pour que ce dernier puisse acheter le casque. Et le casque homologué, parce que le casque que nous voyons aujourd'hui en circulation, c'est de vieux casques que moi j'ai vu avant de venir ici ce matin. Il faut quand même que le casque homologué, dont parle, je crois, le ministre dans un des éléments que j'ai suivi, que ce casque-là soit disponible à toutes les bourses également, pour que tous les citoyens peuvent aller se procurer ce casque pour pouvoir quand même protéger leur tête, parce que après ce que vous payez par jour au niveau des hôpitaux, c'est quand même énorme. Moi, j'ai eu à vivre ça. J'ai un frère qui a eu un traumatisme crânien, et ce qu'on dépensait par jour, c'était dans l'ordre de 20, 25, voire 30 000 francs par jour. Et je pense que 30 000 francs, il y a 3 casques, hein, si vous voulez acheter de casques de bonne qualité. Enfin, il y en a de donc je pense que c'est très important. Il faut que l'État veille à ce que les commerçants n'augmentent pas
trop de prix et que de Cotonou à Bomey-Calavi ou de Cotonou à Lada, que le casque ne soit pas à 8 000 à Cotonou, à 10 000 à Bomey-Calavi et à 17 000 à Lada, il faut quand même qu'il y ait une harmonisation pour permettre aux gens d'acheter le casque. Et rappelez donc que selon la police républicaine, lorsqu'un conducteur est arrêté pour défaut de casque, il lui suffit juste d'aller acheter le casque, de venir présenter le casque et sa moto lui est restituée. Donc il ne paye pas de contravention selon les informations que nous avons reçues donc de la police républicaine. Tout ceci pour permettre quand même ce sont des mesures d'accompagnement parce que si l'individu doit payer la contravention, aller acheter encore le casque dans un contexte économique quand même assez difficile, c'est pas forcément lui rendre service. Allez, Koshimo, pour finir sur ce sujet. Oui, je pense que l'État doit prendre des mesures d'accompagnement parce qu'on est d'accord que la question elle est capitale, mais derrière il faut... Surtout pas demander une subvention. Non, pas vraiment. Je suis d'accord avec les confrères pour dire il faut arriver à un système d'harmonisation des prix, permettre aux gens donc de pouvoir s'offrir facilement un casque. Et ce que vous venez de dire également, c'est-à-dire lorsqu'on vous interpelle, vous achetez votre casque et puis vous récupérez votre moto, ce qui est sûr. Derrière, ça dit plus vous achetez vite le casque, plus vous évitez donc des frais de fourrière et autres. Et je pense que ça va beaucoup plus faciliter la tâche. Je crois Adam a fait une proposition également, c'est-à-dire lorsque vous achetez votre moto, je pense que déjà à l'achat, on doit pouvoir avoir 2 casques déjà. Et ça marche bien avec l'immatriculation des motos. Aujourd'hui, lorsque vous achetez votre moto, c'est déjà là que vous faites les démarches. C'est vrai que je crois que ça doit avoir une petite incidence sur le coût de la moto, mais je pense que ce n'est pas très grave. Si on peut même en arriver là où, ok, d'accord, vous voulez 2 casques, mais si la moto est peut-être à 300 000, puisque vous voulez 2 casques, bon, on vous vend ça à 305 000, je sais pas. Donc, on peut trouver des mesures comme ça pour permettre aux gens donc d'avoir les casques, les 2 casques à l'achat. Parce que la moto est faite pour remorquer quelqu'un derrière. Donc, le fabricant sait que celui qui est derrière doit pouvoir donc porter également son casque. Alors, si on a fait une fixation sur la question de casque, c'est parce que c'est ça le gros du dossier. Il y a aussi, bien sûr, les infractions liées aux autres codes de la route dont on a parlé, bien sûr. Pour les véhicules aussi, téléphone au volant, voilà, ceinture de sécurité, la TVM, l'assurance, la visite technique. De toute façon, désormais, aujourd'hui, tout ceci est lié. Si vous ne payez pas la TVM, vous ne pouvez pas faire votre assurance ni votre visite technique. Allez, on va voir ce que pensent nos téléspectateurs de notre sujet du jour. Adam, je vais vous permettre de céder votre siège rapidement pour retrouver Maurice Tantan. Vous ne rejoignez pas la suite pour bien évidemment le second sujet. Il s'agit bien évidemment de professeur Dandy Hamon à la Haute Cour de justice. Malgré la grande communication autour de la répression des infractions liées au code de la route, certains concitoyens tardent à se mettre au pas. Qu'est-ce qui peut expliquer selon vous cet état de choses et que faut-il faire? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis internautes. Maurice Tantan a fait la veille sur les réseaux, sur nos différents canaux digitaux, malgré le grand bug de Facebook hier. Ils ont quand même répondu, n'est-ce pas, Maurice Tantan? Bonjour. Bonjour, Eman. Effectivement, ils ont réagi à la question du jour de ce mercredi matin, nos amis internautes. Ils ont expliqué, selon eux, ce qui justifie encore le fait que certains concitoyens ne se mettent pas encore au pas en ce qui concerne le respect du code de la route, notamment le port du casque. Il faut dire que 2 éléments reviennent souvent. Le premier élément, évidemment, vous l'avez évoqué déjà sur ce plateau, c'est la cherté de la vie, c'est le coût, donc c'est les moyens pour s'offrir, donc pour acheter ce casque-là, ce fameux casque-là qui est revenu souvent. Et il y a aussi la mauvaise volonté parfois de certaines personnes qui n'ont pas conscience de l'importance de ce port de casque, de l'importance de leur vie lorsqu'ils sont usagers de la route. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Certains estimaient que la répression doit être maintenue dans les grandes villes, mais il faut, disons, lever un peu le pied dans les villages, entre autres, évoquant toujours les questions de moyens. On va lire
Quelques commentaires, on est resté essentiellement sur Facebook, malgré le bug, on est resté sur Facebook. Jean Kokouzno nous dit, à mon humble avis, c'est la faute à la police républicaine qui hésite dans ses décisions et programmations de temps de contrôle. La police, écrit-il, n'a pas besoin de l'autorisation de la population avant de faire son job. À ce sujet, malgré tous les efforts, la mentalité du Béninois peine à changer, écrit cet internaute qui donc dit à la police de continuer la répression. Maquet Fatondi nous dit à mon avis c'est un manque de moyens, surtout dans les villages difficilement. Les gens mangent une fois et voyez le coût du carburant, entre autres. À mon avis, la répression ne devrait pas avoir lieu dans les villages. Il faudrait appliquer ceci uniquement dans les grandes villes, estime Maquet Fatondi. Nassir de Saron nous dit la situation financière de la population est la seule raison qui justifie cet état de choses. Sinon, nous ne pouvons pas parler du manque de volonté de la population. Il faut chercher un moyen et mettre à disposition de chaque citoyen un casque. Roscoe Toti nous dit nous ne pouvons plus dire que c'est à cause de la cherté de la vie que certains concitoyens continuent de ne pas se mettre au pas, mais plutôt de ne pas aimer soi-même et ses proches, car la charité existe. Pourtant, on trouve les moyens financiers pour mettre du carburant dans les motos. Donc, faire le nécessaire pour se mettre au pas. Sinon, la police républicaine est là pour nous montrer que nos vies sont précieuses pour la nation. La police, écrit-il, doit continuer la répression sans pitié. Autre commentaire, Frédéric Lali nous écrit que nous comprenons tous l'enjeu, mais la cherté de la vie en dit autre chose. Ce n'est pas un refus de la part des populations, mais les gens n'ont pas les moyens. Les gens ont de plus sérieux problèmes au quotidien. Ils n'arrivent pas à nourrir correctement leur famille et on leur demande d'aller acheter un casque pour chaque personne. Il faut que les dirigeants cessent cette politique qui asphyxie le peuple. Pour moi, écrit-il, exiger un casque pour le passager ne devrait pas être aussi tranchant. Les pièces des motos suffisent pour que les gens circulent librement en ville, estime Frédéric Lali. On va terminer avec le commentaire de Parfait Zinvo Edo. Il nous dit selon Socrate, le seul bien est la connaissance, le seul mal est l'ignorance. La sensibilisation, selon lui, a assez longtemps duré. Lorsqu'un conducteur enfreint les règles, il s'expose à une contravention ou un délit en fonction de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Respecter le code de la route équivaut à passer l'intérêt général au premier plan face aux intérêts personnels. Il s'agit donc de s'appliquer le précepte et proverbe suivant: la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. En effet, le code de la route vise à réguler les comportements des différents usagers de la route. Nous invitons donc les forces de l'ordre à ne pas baisser les bras pour cette lutte. C'est pour notre sécurité, conclut Parfait Zinvoedo. Et voilà qui donc vous donne l'essentiel de ce que nos amis ont dit sur la question du jour. Maurice, la chronique de la précarité, cette chronique de la précarité pour justifier cette situation de non-porte-casque, de non-achat de casque, est-ce que vous l'entendez? Est-ce qu'on peut l'entendre? Pour moi, c'est si on peut comprendre, je pense qu'aujourd'hui, c'est difficilement soutenable encore. Parce que ça fait depuis à peu près depuis au moins 2014 qu'on a commencé effectivement cette lutte ou disons cette sensibilisation pour demander aux concitoyens de porter le casque. Je pense que quand on a commencé en 2014, on croyait difficilement que ça allait prendre. On a réussi à mettre les conducteurs au pas. Et je pense que ça, on a pris 10 ans pour sensibiliser les gens. À un moment donné, comme notre ami Sergino l'a dit, il faut qu'on fasse une réflexion sur les coûts, en fait. Est-ce qu'on accepte d'acheter un casque aujourd'hui à 10, 15 ou 20 000 francs ou de prendre le risque de se retrouver avec des séquelles, de flirter avec la mort, de flirter avec les drames qu'on voit sur nos routes? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et je pense que certains internautes l'ont dit, on comprend tous l'enjeu. Il est très facile, en fait, malgré les difficultés qu'on peut avoir, qui existent et qui sont des faits de la réalité, on ne peut pas flirter avec la mort, on ne peut pas s'exposer. Et notre vie est chère. On ne peut pas jouer au trompe la mort tous les jours. On ne peut pas, parce que la mort ne prévient pas.
Et quand il y a un accident, en réalité, c'est l'État qui supporte également les coûts. Quand vous allez dans les hôpitaux, il y a une partie des coûts qui est supportée par l'État. Et l'État ne peut pas continuer, alors qu'il a des moyens de prévention, de continuer à supporter ces coûts-là. On est tous d'accord, je le vis aussi, les difficultés économiques existent. Mais on ne peut pas continuer à prétester de ça pour ne pas prendre un temps donné pour aller faire cette dépense-là. Et si on est de bonne foi, il faut bien l'admettre qu'au quotidien, on fait des dépenses qui, à la réflexion, peut être différée pour faire cet investissement-là. Il faut bien l'admettre. Donc je pense que c'est important qu'on puisse à un moment donné passer, comme vous l'avez dit, la chronique de la misère pour aller vers une vraie responsabilisation, une vraie responsabilité de la part de nous-mêmes en tant qu'usagers de la route. Et tout ceci, c'est à retrouver aussi quelque part dans une autre émission, un nouveau type de citoyen. C'est cela qu'on enseigne aussi à travers cette émission, le civisme, le respect donc des institutions, le respect des normes qui régissent la société. Maurice, mais avant de vous laisser partir, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les causes du grand bug d'hier sur Facebook? Pas grand-chose. Facebook, enfin Meta, l'entreprise n'a pas encore communiqué sur les causes, mais ce qu'on sait, c'est que c'est devenu récurrent. Que l'entreprise rencontre ces genres de difficultés sur ces applications, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit WhatsApp. Donc, il faut attendre un peu pour voir les communications que l'entreprise va donner, mais c'est sûrement lié à un dysfonctionnement de ces serveurs, donc ces ordinateurs qui nous permettent d'avoir accès à l'application, qui ont sûrement eu un problème à un moment donné qui a causé la discontinuité du service. Et il y aura ce débat à venir sur la place des réseaux sociaux aujourd'hui dans nos vies. Quelques minutes de grand bug hier et on a l'impression que tout le monde s'est arrêté, tout le monde se plaignait, mais qu'est-ce que Facebook a, qu'est-ce que Facebook a, qu'est-ce que Meta a? On avait peur que ça ne prenne aussi WhatsApp. Franchement, à un moment donné, on s'est dit, mais si, puisque WhatsApp a été racheté par le groupe Meta, et donc Instagram était parti, Facebook également, on s'est dit, mais surtout pas WhatsApp. Et si WhatsApp partait, ne serait-ce que pendant une journée, on ne sait pas ce qu'il adviendra. Et donc le débat doit avoir lieu très prochainement, si vous le voulez bien, Maurice Tantan, la place des réseaux sociaux dans nos vies. Est-ce que c'est devenu indispensable, un peu comme l'eau? On verra bien. Merci Maurice. Merci Eman. Bonne journée. Merci. 5 sur 7 matin. Allez, on en vient à présent au deuxième sujet donc en réflexion. Il s'agit donc de Dandy Nyamon qui est désormais présidente de la Haute Cour de Justice. Adam Kouetenon, on peut dire que c'est le couronnement d'un parcours, d'une battante. Et évidemment, quand vous jetez un coup d'œil sur le CV de cette dame, permettez-moi de l'appeler dame, c'est un professeur titulaire avec tous ses grades aujourd'hui, agrégée, aujourd'hui présidente d'une institution. Je pense que c'est un bon parcours et qui doit inspirer toute la jeunesse, surtout la jeunesse féminine également. Quand on prend son domaine, quand vous prenez sa carrure, ses interventions, tout ce qu'elle a traversé comme institution et structure, parce que quand vous voyez également, elle a servi en tant que conseillère, en tant que consultante et beaucoup de choses. Je pense que c'est le couronnement d'un riche parcours et que c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. Et si elle arrive là aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé. C'est ce que nous devons retenir. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé par préparer ce qu'elle doit devenir. C'est déjà dès le bas âge. Vous voyez une personne qui, déjà après son bac, cherche à avoir 2 licences, d'accord, dans 2 différents domaines. C'est que cette personne sait déjà les enjeux, ses défis, ce qu'il doit faire. Donc, nous devons nous préparer le plus tôt possible pour quand même aller à cette école. Revenant à l'institution qu'elle... On va revenir tout à l'heure. On va revenir tout à l'heure. Merci. Sergio Lokossou, c'est une ode, donc, on va le dire... à la compétence donc, et surtout à la persévérance. On sait que dernièrement, il y a eu cette histoire qui est un peu agitée. Donc, le giron universitaire, vous savez de quoi je fais justement allusion. Mais elle a su transcender tout ça. Évidemment, c'est quand même un style, Dandy Nyamon, un style précis et détaché sous d'autres cieux. Si on me donnait l'opportunité de
dresser un portrait sur la dame, je crois que je vais titrer ça une icône promise à la réussite. Je pense que oui, elle mérite ça. Et aujourd'hui, nous sommes en masse, c'est le mois des femmes par excellence. Et donc, on va inviter les autres femmes, les jeunes femmes surtout, à suivre ce modèle d'inspiration et de leadership, on va dire. Donc, je pense que la professeure Dandy Yamou, dans son domaine, la seule femme professeur de droit agrégé au Bénin, et donc je pense que c'est quand même un couronnement, on va dire ça comme ça, mais je pense qu'elle a quand même, quand vous jetez un regard sur son CV, elle a quand même ça pèse, c'est du lourd en fait, elle a du contenu, c'est une dame d'abord qui a du contenu, et donc je pense qu'elle pourra le faire, et elle connaît les défis qui l'attendent à ce poste-là, et depuis la création de ce poste en 2001, il n'y a jamais eu encore de personnalité, notamment le président de la République ou des ministres qui sont allés là-bas. Donc je pense que c'est un défi qu'elle doit relever. Et elle a dit dans son discours de passation, enfin, quand elle prenait les rênes de cette institution, elle a dit et qu'elle souhaiterait que l'Assemblée nationale puisse véritablement jouer son rôle afin qu'elle autre puisse véritablement faire ce qu'elle doit faire. Et je pense que Dandy Yamou, c'est vrai que vous allez dire il y a des paramètres politiques, mais en dehors de tous ces paramètres politiques, c'est quand même une femme de poigne, une femme qui a quand même l'étoffe nécessaire pour pouvoir faire ce rôle-là. Et donc, on va inviter les autres femmes à faire comme elle, à ne pas attendre. C'est au mérite, en fait. Parce qu'on est femme, on doit vous ouvrir les portes. Non, ce n'est pas ça. Il faut travailler, il faut se battre. Koshimo, une mécanique intellectuelle implacable? Oui, persévérance et résilience avec tout ce qui s'est passé. Avec elle, on connaît l'histoire. Donc, aujourd'hui, comme on le dit, ceux qui ont du contenu ne font pas du bruit. Parce que Dandy Yamou, je ne me souviens pas l'avoir vue dans des histoires politiques. Voilà, on ne peut pas dire que c'est parce qu'elle est politiquement liée à telle ou telle. Elle est fiefée à telle région. Le parcours est lourd, le CV est lourd, et elle a du contenu. Je crois qu'on peut être unanime sur le fait que c'est une promotion méritée. Alors Adam, les défis qui attendent désormais la dame, qui siège aussi à la Cour constitutionnelle. C'est vrai qu'on parle plus au Sénégal du Conseil constitutionnel, mais ici au Bénin, c'est la Cour constitutionnelle et donc également à la Haute Cour de justice désormais. Oui, il faut déjà reconnaître que déjà dans son parcours, elle maîtrise le système. Elle sait ce qu'elle doit faire. Vous voyez déjà dans son discours, elle sait que si elle pourra arriver à faire quelque chose, c'est que l'Assemblée nationale doit pouvoir véritablement jouer son rôle. Maintenant, quand on connaît le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec le régime Talon qui met quand même un accent particulier sur la lutte contre l'impunité, on va se réjouir un jour de retrouver peut-être des autorités de ce côté-là, parce qu'il doit en avoir. Si elle-même, elle prend la mesure des choses, parce que je ne sais pas si dans les tests, on leur permet de faire de l'autosaisine, parce que nous sommes quand même dans la République et ils doivent quand même avoir des cellules d'investigation également pour quand même tirer l'oreille à l'Assemblée nationale si entre-temps l'Assemblée nationale ne jouait pas également son... Parce que le défi majeur, ce que tout le monde attend aujourd'hui en traitant, si on continue de traiter cette institution de budgétivore, à ce jour, c'est parce que à grand jamais on n'a jamais vu une autorité comparaître ou bien on n'a jamais vu d'autorité interpellée pour se prononcer sur X ou Y. Et je pense que si elle doit jouer son rôle, elle a déjà dit, c'est l'Assemblée nationale. Et maintenant, si l'Assemblée nationale ne joue pas son rôle, moi je pense qu'il faut trouver le mécanisme pour qu'il y ait d'autosaisine. Parce que si ça va continuer par être budgété, parce qu'ils sont là, les gens pensent qu'ils ne font rien. Je pense qu'ils font quelque chose, mais le défi, quand on va parler véritablement de défi, tout ce que tout le monde veut voir, c'est voir une autorité comparaître, s'expliquer sur des dossiers. Le défi pour moi, c'est qu'elle n'est pas la première femme à cette... présidente. Elle remplace d'ailleurs une femme. Donc, il y a déjà des dames avant. Donc, ce qu'elle a fait, c'est de faire mieux que les dames qui ont pris par là. Et je pense que Dandy Yamou, elle pourra faire mieux. Comme l'a dit Adam Gouetenon, elle connaît le système. Elle est un acteur expérimenté du droit, on va dire ça comme ça. Pour être professeur agrégé, je crois qu'il connaît les méandres du droit. Donc, elle pourra avoir quand même les éléments de langage nécessaires pour pouvoir quand même jouer son rôle. Koshimo, elle joue aussi sa crédibilité à la tête de cette institution. Que, comme on l'a dit, promotion méritée, mais après, voilà, il faut démontrer qu'il y a vraiment du contenu. C'est vrai qu'on se retrouve dans un contexte où elle a en griffe les mains liées, sans l'Assemblée nationale. Je crois que ça va être compliqué. Et elle a d'ailleurs dit dans son discours, déjà on sent qu'elle a la volonté de travailler. Et justement, elle demande donc à l'Assemblée nationale de lui faciliter la tâche. C'est vrai qu'on ne va pas envoyer à la haute cour de
de justice des gens juste pour la forme, mais si on se retrouve dans des situations où il y a de hautes autorités qui entend on fait de la diversion avec l'agent de l'État, il faut que ces autorités la répondent comme cela se doit. Alors quelle sera sa marge de manœuvre avec aujourd'hui la Criette? Justement, je pense que les missions sont bien définies. La Criette s'occupe un peu plus des infractions économiques, de la délinquance financière, du terrorisme, à un niveau un peu bas, si je peux le dire comme ça. Et la Haute Cour de justice intervient lorsque nous sommes avec le président de la République, avec les membres du gouvernement. Les exécutifs. Voilà, avec les exécutifs. Très bien. Merci beaucoup à vous, Kosimo Mbadi. Donc, je rappelle que vous êtes journaliste, coordinateur Afrique sur 7. Merci également à vous, Sergino Lekossou. C'est moi. Merci, Adam Kouetenon. Merci beaucoup. On se retrouve vraiment très prochainement par ici pour continuer par faire de débats assez intéressants comme on a eu aujourd'hui.